Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, un résumé complet des derniers jours de l'enquête publique sur le décès de Joyce Echaquan, la découverte horrifique autour d'un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique, et Maître Patrick Martin-Ménard, avocat de la famille Echaquan, en entrevue. Oui, bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'enquête publique sur la mort de Joyce Echaquan est toujours en cours. Mais avant de vous donner toutes les dernières nouvelles, Shushan Bacon nous résume ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière. Bonjour, je suis Shushan Bacon. Aujourd'hui était la 10e journée des audiences publiques du décès de Joyce Echaquan au Palais de justice de Trois-Rivières. Et c'est Nancy Pellerin, coordonnatrice du personnel infirmier, qui est venue témoigner toute la matinée. Elle a affirmé avoir déjà entendu et vu des préjugés envers les Atikamekw à l'hôpital. Elle a qualifié d'épouvantable ce que Joyce a vécu. Elle a terminé son témoignage en souhaitant ses sincères sympathies à la maman de Joyce Echaquan. En après-midi, Daniel Castonguay, l'ex-PDG du CIS de la Naudière, est venu témoigner aux audiences publiques et a affirmé avoir instauré les recommandations de la commission Vien. Il savait qu'il y avait un problème de civilité dans la culture interne parmi le personnel de l'hôpital de Joliette. De plus, Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, est venue donner ses recommandations au coroner. Voici l'entrevue que j'ai faite avec elle. Nos recommandations ont été beaucoup la formation, même des lois à l'intérieur sur contrer le racisme et la discrimination, les préjugés, etc. dans le cadre du système de santé. Je pense qu'on a besoin d'une formation aussi. Et on a besoin aussi de toucher à l'imputabilité. On a besoin aussi, ce qu'on a recommandé, c'est aussi sur si, exemple, un employé est témoin justement des propos raciaux ou vraiment déshumanisantes envers une patiente autochtone, c'est aussi que on puisse protéger aussi ces personnes-là qui veulent dénoncer. Parce qu'on s'entend qu'on a entendu d'autres infirmières la semaine passée, toutes ont dit qu'il se passe absolument rien. Pourtant, l'hôpital de la Naudière a été vraiment la cible lors de la commission d'enquête sur la commission Vien. Donc voilà, on parle beaucoup d'ombudsman autochtone, fait qu'il faut inclure les Premières Nations dans tout processus, surtout dans le processus de plainte. Il faut que les victimes sont accompagnées, dans des bonnes directions. Évidemment, pas juste déposer une plainte, il faut qu'il y ait une suite lors des dépôts de plainte. Donc, il y a un travail de collaboration qui doit se faire autochtone et non autochtone. Donc, en gros, voilà ce qu'on a déposé. Et que prévoyez-vous? Nous, on est en train de finaliser, on a finalisé un plan d'action sur la discrimination et le racisme systémique envers les femmes autochtones. Donc, on va reculer loin. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a fait un cours 101 sur l'histoire du colonialisme, évidemment, parce que tout part de loin. On parle de la discrimination que nos femmes ont vécue, la perte de leur identité, la perte de statut, etc. Donc, on va reculer loin. Et si on peut prendre aussi, comme le cas des femmes autochtones disparues assassinées, quand les familles font un signalement, c'est pas important, là, ta fille est peut-être dans un party, elle va revenir dans 2-3 jours. Pourquoi est-ce qu'on est encore relié à des préjugés? C'est ce qu'on veut contrer. Évidemment, on veut aussi autonomiser nos femmes autochtones, ce qui veut dire on doit former nos femmes autochtones dans leurs droits, l'accès à leurs droits. Elles ont le droit de dénoncer, elles ont le droit de porter plainte. Donc, c'est des formes d'autonomisation. Donc, on a de la formation à faire envers nos femmes autochtones, évidemment, pour qu'elles puissent se tenir debout et que des fâcheux événements comme Joyce Echaquan a vécu ne se reproduisent plus. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Trois-Rivières. J'ai parlé avec Shushan Bacon pour obtenir une mise à jour sur les témoignages de ce matin. Voici ce qu'elle a observé. Alors, Shushan, que s'est-il passé aux audiences de ce matin?
Oui, aux audiences, la coroner a reçu le 3e témoin du volet recommandation qui est le chirurgien Stanley Volant. Stanley est venu, Monsieur Dr. Volant est venu parler de son parcours académique alors qu'il a vécu beaucoup de racisme lors qu'il était au cégep, au collégial et à l'université. Ensuite, il a affirmé aussi, il a parlé qu'un de ses mentors, un chirurgien haïtien, qui lui a fortement conseillé de faire son travail non pas seulement bon ou correct, mais que son travail devait être parfait pour mériter le respect de ses collègues. Shushan, quelles sont les recommandations du Dr Stanley Volant? Il a recommandé l'instauration d'une équipe d'agents de liaison pour faciliter ou partager la charge ou le poids du travail. Une décolonisation des soins de santé aux patients autochtones. Un support également dans le processus de plainte que c'était important d'avoir. Puis que l'ordre des professionnels doivent prendre position pour contrer le racisme dans leur milieu de travail. Et non pas juste le racisme, mais il a dit racisme systémique. Merci beaucoup, Shushan. Tchinishkamadan, Sylvie. Yamé. Passons maintenant de Trois-Rivières à Val-d'Or. Les ministres des Affaires autochtones et de la Santé du Québec ont fait un investissement dit historique. Améliorer l'accès des soins de santé pour la population autochtone urbaine de la province. Un montant de 27 millions de dollars est prévu pour améliorer la prestation des services et la collaboration avec les groupes communautaires. Et bien que l'annonce du financement ait eu lieu en même temps que les audiences dans l'affaire Échaquan, le ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, affirme que cet investissement est une réponse à 2 appels à l'action découlant de la commission Vient. Celle-ci dénonçait le traitement réservé aux membres des Premières Nations et des Inuits au sein du système des services publics du Québec. Une partie du financement servira aux travaux d'agrandissement d'un centre de soins de santé autochtone dans la région de Val-d'Or. Au retour, on vous parle de la découverte horrifique autour d'un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Une récente découverte a choqué tout le monde sur l'île de la Tortue, mais avant tout, un avertissement. Certaines informations dans cette histoire peuvent faire réagir au déclencher des sentiments désagréables. Les dépouilles de 215 enfants ont été trouvées autour d'un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique. Le pensionnat autochtone Kamloops était l'un des plus grands pensionnats autochtones au Canada. La découverte horrifique a été faite avec l'aide d'un outil spécialisé qui utilise un radar. La chef Rosanne Casimir de la Première Nation Tekemloops-Te-Souwemuk a dit que les restes ont été trouvés la semaine dernière. Elle a appelé cette découverte une perte impensable qui n'a jamais été documentée. Un archiviste local travaille avec un musée pour essayer de trouver les informations de ces morts. Ils sont en contact avec d'autres communautés, dont les enfants, qui ont fréquenté ce pensionnat dans un espoir d'apporter la paix. Plusieurs gestes de soutien ont été entrepris. Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué sur Twitter qu'il avait demandé à ce que tous les drapeaux d'immeubles fédéraux soient abaissés. Et à Oka, ce week-end, les Mohawks de Kanesatake ont placé 215 paires de chaussures sur l'escalier de l'église catholique locale. Il y avait environ 130 pensionnats indiens au Canada. Plusieurs pensent à entreprendre des recherches dans les autres anciens terrains scolaires résidentiels. La ligne de crise des pensionnats autochtones nationaux est disponible pour les survivants et les autres qui pourraient avoir besoin de ce soutien. Ce numéro est 1-866-925-4963.
44419. Des militants environnementaux de la Colombie-Britannique demandent au gouvernement provincial de mettre fin à l'abattage des loups. Le gouvernement soutient que l'abattage est nécessaire puisque la population de caribous est en forte baisse. Un reportage de Tina Haas, narré par Simon Charland. Le loup est considéré comme l'un des plus féroces prédateurs du règne animal. Malgré cela, le groupe environnemental Pacific Wild affirme qu'il serait en danger. Depuis 2015, le gouvernement de la Colombie-Britannique a tué plus de 1250 loups dans le cadre d'un plan d'abattage sélectif visant à sauver la population de caribous de la province. Cet abattage ne devait durer que 5 ans au départ, mais Laurie McConnell soutient que cela dure depuis maintenant 7 ans. Le groupe a intenté une action en justice, alléguant qu'il n'existe aucune donnée spécifique indiquant que le loup est le grand responsable du déclin de la population de caribous sur le territoire. There is less and less habitat, especially ecosystem-sized habitat. There's more habitat islands, which unfortunately are not going to save caribou. And we're also in a mass extinction and have climate change responsibilities. Pacific Wild affirme que la chasse excessive et l'exploitation des forêts anciennes sont aussi de facteurs importants dans la diminution du nombre de caribous. Elle qualifie de barbare le sort réservé aux loups en Colombie-Britannique. Comment fonctionne l'abattage? D'abord, on traque les mâles alpha par hélicoptère, puis ils sont capturés à l'aide de fusées à filet. Des émetteurs radio sont installés sur les chefs de meute qui sont ensuite relâchés. Les loups retournent ensuite instinctivement auprès de leur meute, donnant ainsi l'emplacement exact des tanières aux agents du gouvernement. Des tireurs d'élite sont envoyés par hélicoptère pour abattre le plus grand nombre de loups possible, pendant que des chasseurs au sol envahissent les tanières et abattent les mères et leurs petits. Pacific Wild poursuit le gouvernement canadien puisqu'en vertu d'une loi fédérale, il est illégal de transporter des armes à feu dans un hélicoptère. Toutefois, la COVID-19 a ralenti considérablement les démarches devant les tribunaux. The matter was before the courts, but because of the pandemic, we're registered for the BC Vancouver courtroom, which has a very busy docket, and it's extremely difficult to get a court date, especially when you have a judge, our legal representative, and 2 from the government to find 2 consecutive days that work for everyone. Laura McConnell affirme qu'on lui avait dit qu'aucun loup ne serait tué pendant que l'affaire est devant les tribunaux. Mais elle a récemment découvert que l'abattage s'est poursuivi et que 237 loups de plus ont été tués. I think British Columbians are wondering, A, how you can change regulations while a court case is pending. I think most people would expect that to actually complete before changes were made allowing a hunt. B, when is the government of British Columbia going to commit to habitat protection in a meaningful way in British Columbia? Le gouvernement de la Colombie-Britannique n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Vancouver. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez aussi nous joindre par courriel. Migiziu Awashish est le joueur de centre des Condors du Cégep de la Beauce. Il y poursuit une belle carrière. Cette année, il est récipiendaire de la Bourse des Jardins qui récompense les jeunes qui excellent au sport-études. Je vous présente ma rencontre avec ce jeune modèle. Je m'appelle Migiziu Awashish. C'est en Atikamekw. Migiziu veut dire aigle. Cette année, Migiziu Awashish est diplômé en sciences de la nature. L'homme Atikamekw est inscrit en génie civil à l'Université Laval pour l'automne prochain. Il fera quelques 105 km aller-retour pour son hockey en Beauce. Persévérance et embûche, ce sont ces mots qui résument sa carrière et son succès aux études. Ça a été tout le temps là, de remettre les bottes de travail, de se laisser le temps là, d'être triste un petit peu à chaque année, là, mais de remettre les bottes de travail, de pousser pour l'année d'après être au niveau que je voulais être, chose que j'ai réussi à faire. Awashish dit qu'il a fait souvent un pas en arrière pour en faire 2 après et mentionne que l'important est de toujours avancer. Mais Awashish ne parle pas que de ses défis à lui. Il parle aussi du racisme envers les Autochtones qui sévit dans son sport.
À Repentigny, il a été témoin d'un incident qui l'a marqué et qualifie cet épisode d'épreuve. Il y a une situation qu'un joueur qui venait, c'était un cri, pour ne pas le nommer, qui a été victime. Là, c'est un joueur de mon âge, on avait 14 ans peut-être, 13-14 ans, qui a été victime de la part de parents d'équipes contre qui on jouait. Là, il a été victime de propos racistes pendant qu'il était sur la glace, tellement même que les jeunes qui entendaient leurs parents crier par-dessus à baie vitrée, là, se sont pris à ce joueur-là. Awashish, d'une certaine façon, se dit chanceux car il a ressenti du racisme plus par la bande. Puis j'ai eu connaissance que pendant que justement que je le savais pas ou dans mon dos, il y a eu de la discrimination par rapport à ma culture puis à mon identité. Awashish compare l'école qu'il fréquentait à Mashtoyash où il est enseigné la langue Innu, l'histoire des Inuits et de tous les Autochtones, dont la colonisation et les crises qu'il y a eu. J'étais allé à l'école au Saguenay, rien de ça. En fait, c'était très peu effleuré, puis il y avait beaucoup de caricatures qui étaient encore là, transmises par les enseignants aux élèves. Pour Awashish, la solution se trouve dans le système de l'éducation, mais aussi dans la transmission de parents-enfants. Mais peut-être que la meilleure solution de mettre fin au racisme est de montrer aux autres que vous pouvez réussir, malgré tout. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, je vous présente une entrevue avec l'avocat de la famille Echaquan, Maître Patrick Martin Ménard. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Nous en sommes au dernier jour des audiences de l'enquête sur la mort de Joyce Echaquan. Nous avons invité l'avocat de la famille Echaquan pour nous donner des nouvelles de la famille et aussi nous donner de ses impressions sur ce qui s'est dit à l'audience depuis le début. Oui, Patrick Martin Ménard. Bonjour. Trouvez-vous normal ou que ce n'est qu'une question de légalité que la sphère politique ne commande pas au sujet des audiences qui se déroulent présentement, étant donné que le monde a entendu parler? Écoutez, c'est certain qu'il y a un aspect politique indéniable à cette enquête-là, qui reste vraiment la réalité à laquelle on est confronté. Par ailleurs, je pense aussi que la coroner a le droit d'avoir une certaine marge de manœuvre pour qu'elle puisse en fait compléter ses travaux sans ingérence du politique. Donc, je peux ne pas tenir rigueur aux politiques de ne pas commenter actuellement, mais j'espère par ailleurs que lorsque la coroner va déposer un rapport avec ses recommandations, qu'il va y avoir une véritable volonté politique là, pour pouvoir aller plus loin. Pouvez-vous nous parler de la série de recours civils et criminels? À quel point chacun sont-ils rendus? Bon, c'est certain qu'évidemment, chaque chose en son temps, comme on dit. Alors là, actuellement, on est concentré sur l'enquête du coroner, qui a une fonction bien spécifique, qui est de déterminer les causes du décès, de faire enquête sur les circonstances du décès et de faire des recommandations pour mieux protéger la vie humaine. Par après, c'est certain que la famille n'entend pas en rester là. En fait, la famille entend vraiment faire tout en son pouvoir pour éviter qu'une situation comme ça ne se reproduise. On n'est pas prêt, en date d'aujourd'hui, à annoncer spécifiquement qu'est-ce qui va être fait suite à l'enquête du coroner, mais il y aura des suites. Et c'est ce que je peux vous dire à ce stade-ci. Comment va la famille Echaquan? Comment sont-ils entourés et ont-ils des besoins? Oui, alors c'est certain que pour la famille, évidemment, les 3 dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes là, parce qu'à chaque jour, on revenait là, dans moult détails sur les détails du décès de Mme Echaquan. Donc, il y avait à revivre un petit peu ce traumatisme-là de jour en jour. Ils sont par ailleurs bien entourés de gens de la communauté. Ils ont reçu plusieurs appuis aussi de l'extérieur. Je dirais par contre, ce qui choque un petit peu la famille aussi, c'est de voir en fait tout le dispositif de sécurité qui est mis en place autour, par exemple, des employés de l'établissement hospitalier, parce que eux, en fait, ils reçoivent aussi des menaces, en fait, comme ça a été le cas avec Mme Marie Wassiana la semaine dernière, qui a reçu des menaces là, de mort directe venant d'une personne qui l'a reconnue.
évidemment, eux ne reçoivent pas ce genre de sécurité-là. Donc, c'est quelque chose un petit peu qui peut amener certaines frustrations. Ceci étant dit, la famille apprécie beaucoup là, le travail que la coroner a fait dans le contexte de cette enquête-là. Puis, elle espère qu'on va pouvoir justement avoir de bonnes recommandations là, au terme de l'enquête et surtout que ces recommandations-là vont être suivies. Mm-hmm. Quelles sont vos impressions sur cette enquête jusqu'à maintenant depuis le début? Bon, c'est clair qu'il y a vraiment deux éléments centraux qui sont interreliés, en fait. Là. Donc, d'un côté, évidemment, il y a le racisme systémique qu'on est à même de constater, bon, à la fois dans la vidéo, mais de façon plus large dans tout l'épisode de soins, en fait, qu'a traversé Mme Echaquan. C'est un épisode qui est teinté par des préjugés, par des attitudes avec un fondement raciste là, envers la communauté haïtienne et envers les Premières Nations de façon plus générale. Ça, c'est un premier élément. Et à ça vient s'ajouter, en fait, une série de manquements au niveau médical, au niveau infirmier et au niveau de la gestion de cet hôpital-là, de cette salle d'urgence-là, qui ont causé le décès de Mme Echaquan. Et des manquements, je vous dirais, qui ressortent de cette enquête-là à date, c'est le fait que Mme Echaquan a été confiée à une candidate à la profession infirmière, donc une CEPI, une jeune étudiante qui n'était pas encore là, infirmière au moment des faits. Et elle a été confiée à cette jeune étudiante-là au moment où sa condition se dégradait de façon significative. Et malheureusement, cette jeune dame-là n'était pas du tout outillée pour apporter là, la surveillance, l'encadrement nécessaire pour une patiente qui était à ce moment-là médicalement instable, comme Mme Echaquan. Et la période la plus critique s'est passée dans ce contexte-là, en fait, tout juste après la vidéo qui a été filmée dans laquelle on entend les propos racistes totalement inacceptables. Et pendant cette période-là, Mme Echaquan était laissée essentiellement à l'abandon. Elle n'a pas été surveillée alors que sa condition se dégradait. Et ce délai-là, en fait, à agir est probablement ce qui a causé le décès de Mme Echaquan. Donc, il y a des leçons importantes qui doivent être apprises. Oui, premièrement, au niveau médical, au niveau infirmier, je pense qu'il y a des pratiques qui doivent être revues. Et de façon plus large, il y a une prise de conscience qui doit être faite là, au niveau de l'existence d'attitudes puis de préjugés racistes qui vont au-delà, qui vont bien au-delà des commentaires qu'on a entendus dans la vidéo. Là, on doit regarder l'ensemble de l'épisode de soins à travers ce prisme-là. Mm-hmm. J'ai fini mon entrevue. Voulez-vous ajouter quelque chose? Non, je pense que donc c'est une longue enquête. C'est la première étape là, majeure d'une série d'efforts qui vont être faits par la famille pour tenter de faire changer les choses. Donc, on espère que cette enquête-là va donner de bons résultats. On va être là jusqu'à la fin. On va avoir des représentations à faire la semaine prochaine aussi à ce niveau-là. Et par après, on n'en restera pas là et on va tout faire en notre pouvoir pour s'assurer là, que les choses changent et qu'une situation comme celle-là ne se reproduise plus au Québec. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Parfait, merci beaucoup. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Le mois de juin est le mois de l'histoire des Autochtones. Et je vous souhaite un très bon match des Canadiens. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yabé.